Bonsoir à tous et bienvenue. Orientation des élèves en classe de 6e et de seconde. Le processus d'affectation a été rendu public. Il se fera désormais en 2 étapes pour la rentrée scolaire 2021-2022. Pour ses 30 années de règne, le roi de Mossou a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national, une distinction qui arrive à point nommé selon son conseiller spécial. Et puis l'inquiétude autour du conflit israélo-palestinien. Que se passe-t-il au Proche-Orient? Plus de 100 morts depuis lundi dans la bande de Gaza, dont de nombreux enfants. Le ministère de l'Éducation nationale prépare activement les opérations de fin d'année scolaire. Parmi celles-ci, les affectations des élèves admis à l'entrée en 6e et en seconde. Le processus de ces opérations a été présenté ce vendredi aux acteurs et partenaires de l'école ivoirienne. Tiemé Danger, Aruna Zeba. Du nouveau dans l'opération de l'affectation en ligne des admis à l'entrée en 6e. D'une seule étape en 2019 et 2020, le processus passe cette année à 2 phases. Face à plusieurs acteurs et partenaires de l'école réunis au lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody, le chef de la cellule opérationnelle fait des précisions sur cette innovation et le coût des orientations via le téléphone. C'est une opportunité qui est donnée à ceux qui ont bien travaillé de bénéficier de l'affectation préférentielle dans l'établissement de leur choix. C'est la célébration de l'excellence. Il n'y a pas de facturation additionnelle qui pèse sur les parents. Il suffit d'avoir des clés de communication et c'est le service qui est utilisé qui est facturé à 200 francs. Bien avant, le mode opératoire est présenté. Des exposés faits, l'on relève que pour affecter son enfant à partir de son téléphone portable, tout parent devra envoyer DOB par SMS au 99 11, entrer le matricule de l'élève, demander une affectation, entrer le numéro de téléphone du parent demandeur, puis entrer la ville, la commune ou le village souhaité et choisir le numéro du type d'établissement. Parce que vous prenez un établissement comme Sainte-Marie, qui n'offre que 150 à 200 places. L'année dernière, il y avait 9000 élèves qui ont eu 153 points au moins dans la ville d'Abidjan pour 200 places. Donc logiquement, 15 minutes après le début de l'opération, il y a plus de capacité d'accueil à Sainte-Marie, à Saint-Viateur et dans d'autres établissements. La cellule opérationnelle a mis à profit cette première rencontre de sensibilisation sur le processus des affectations des admis aux examens à grand tirage pour inviter les parents à attendre la date qui leur sera communiquée via le site www.mendob-ci.org pour imprimer la fiche d'affectation. C'était le retour des embouteillages ce vendredi. Après 2 jours fériés consécutifs, les Ivoiriens n'en ont pas profité pour faire le pont. Nombreux ont repris le service, comme le témoignent Brice Niawa et Fulgence Kissiedou. Plateau ce vendredi matin. Les embouteillages sont de retour. C'est la reprise du service après 2 jours chômés payés. Des fériés liés aux fêtes de Ramadan et de l'Ascension. Le travail a effectivement repris après ces 2 jours de fériés, mercredi et jeudi. Et vous constatez que je suis à Madame le directeur de cabinet en train de regarder les dossiers, les imputer et travailler avec nos collaborateurs. 2 jours, c'est largement suffisant. On n'a jamais bénéficié de cette grâce. La reprise, elle n'a pas été assez lourde, mais assez tranquille. Un devoir qui s'exécute pour répondre aux besoins des clients venus en grand nombre dans cette banque. Par rapport à l'agence de mon collègue, l'agence principale, on a quand même un peu de monde. Tout se passe bien, comme d'habitude. Moi, par exemple, je suis à Yopougon. Mais pour sortir ce matin, c'était difficile. Il y avait déjà un bouchon à 8 heures. Donc, c'est dire que les activités ont véritablement repris. La journée, comme c'est une journée qui va coïncider après avec le week-end. Tout le monde s'affaire, tout le monde vient. Et puis, bon, quand on finit, c'est à 16h, 16h30 qu'on rentre. Donc, les activités ont bien repris. Cette année, la fête de Ramadan a presque coïncidé avec celle de l'Ascension. Un fait inhabituel qui a occasionné 2 fériés successifs. Après la reprise ce vendredi,
Les travailleurs devront encore se replonger dans les 2 autres jours non ouvrés avant lundi. Manque d'eau dans les robinets à Anyama. Le ministre de l'Hydraulique a fait des précisions sur l'origine de ces perturbations. Il promet une solution définitive dans un délai d'1 mois. Brice Niawa, Aruna Zeba. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a rencontré les populations d'Anyama qui vivent une pénurie d'eau ces derniers temps. Il les a rassurés qu'une solution définitive est en cours dans les quartiers de Belleville et de Plateau. Belleville est en hauteur par rapport au château d'eau qui leur envoie de l'eau à partir de Ndotré. Mais lorsque l'eau que vous devez envoyer n'est pas suffisante, il n'y a pas suffisamment de pression. Donc la pression étant faible, l'eau ne monte pas. Ce que nous allons faire rapidement, et j'ai dit que dans 1 mois nous devons terminer cela, c'est de faire en sorte que d'abord on amène suffisamment d'eau à Ndotré pour que la pression que nous allons mettre dans les conduites soit forte pour que l'eau arrive dans toutes les canalisations. Des mots qui reconfortent selon cette responsable communautaire. Dieu merci, notre appel a été entendu. Il y a un ministre de la République qui s'est déplacé aujourd'hui pour venir nous écouter et nous donner des solutions. C'est ce que nous avons souhaité. Les perturbations de ces derniers jours sont essentiellement liées aux incidents techniques liés aux coupures d'électricité et des problèmes de restructuration du réseau engendrés par l'urbanisation galopante. Les candidats aux législatives partielles dans les circonscriptions où les postes sont vacants en raison du décès des titulaires élus sont désormais situés sur leur sort. Les précisions de Timé Danger dans ce récit. La liste définitive des candidats au scrutin législatif partiel du 12 juin prochain était attendue des états-majors en lice. Elle est désormais disponible. Dans sa décision numéro 005 du 11 mai 2021, la Commission électorale indépendante, en sa séance solennelle du jour, arrête le rejet d'un dossier de candidature, celui de Diomandé Moussa, Elias Farakan et son suppléant Baba Vamedian Dosso. Motif : absence de l'attestation de régularité fiscale. La CEI fait savoir qu'à l'issue de l'examen du dossier de cette liste, ni le titulaire ni le suppléant n'a pu produire l'attestation de régularité fiscale. Qu'en lieu et place, les candidats n'ont produit qu'une attestation de situation fiscale, document qui a vocation à renseigner sur un aspect particulier de leur situation vis-à-vis de l'impôt, au lieu de traduire la régularité fiscale pourtant exigée par la loi. Le bureau de la Commission centrale arrête par conséquent qu'il y a lieu de déclarer ce dossier non conforme à la loi et de le rejeter. Les autres listes de candidatures à Séguéla commune, conduites par Zoumana Bakayoko et Ali Bakayoko, et celles de Fofana Salimata, Fofana Mohamed et Sotegui Koulibaly à Monkono sont validées. Les élections partielles concernent également 4 localités du pays où le scrutin va être repris suite au verdict du contentieux du Conseil constitutionnel, à savoir Jacquesville, Guéyo, Grand-Bérébi et Ouaninou. La grande chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire a procédé ce vendredi à la cour royale de Mossou à la décoration de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, le roi le plus ancien en exercice en Côte d'Ivoire. Il totalise 30 années de règne. En guise de remerciement, il vient d'être élevé au rang d'officier de l'Ordre national. Yéli Traoré, Kimon Eric. Quelques jours après la célébration des 30 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, 21e souverain de Grand Bassam et roi de Moossou, l'ambiance est encore à la fête dans la cour royale. Mais pour toute autre chose, le roi reçoit le titre d'officier de l'Ordre national des mains du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est donc sans surprise que l'attention de la République est retenue par les qualités du 21e souverain des Aborés et l'a incliné à lui décerner une distinction au fin de reconnaître ses mérites et sa contribution à l'édification de la paix
à l'édification de la solidarité et le développement de la région du Sud-Comoé et partant la Côte d'Ivoire. En retour, le conseiller spécial du roi, faisant office de porte-parole, fera part de la gratitude du souverain et remercie les autorités pour cette distinction qui arrive à point nommé. Monsieur le Président du CESE, Aoula Kanga voudrait vous confier 2 missions. La première, celle de transmettre au Président de la République, à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, toute sa reconnaissance et son infinie gratitude pour avoir autorisé cette décoration. La seconde doléance, c'est aussi de transmettre à sa grande sœur, la grande chancelière, Madame Henriette Dagrit Dabaté, sa grande sympathie et surtout ses remerciements parce que c'est grâce à son engagement personnel que cette cérémonie de décoration a lieu ce jour en un temps record. Cette cérémonie qui a vu la présence de nombreuses personnalités et d'habitants de la ville de Grand Bassam s'est terminée au rythme de la troupe traditionnelle de la danse Bloussoué des femmes du quartier de Monsou 2. Le terrorisme et le pillage des ressources naturelles sont des fléaux auxquels la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali sont confrontés au niveau de leurs frontières. Pour juguler ces phénomènes, plusieurs rencontres entre des responsables de la gestion de ces pays ont eu lieu afin de renforcer la sécurité à nos frontières. Salif Yalekwe. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali en ordre de bataille pour combattre le terrorisme et défendre les aires protégées contre le pillage des ressources naturelles. C'est le sens de différentes rencontres entre les autorités en charge des questions frontalières de ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. À Ferkessédougou, les 26 et 27 avril dernier, entre les acteurs frontaliers des départements de Ouangolodougou, Kong, Teini et ceux de la province de la Comoé au Burkina Faso, puis le 29 avril avec le Mali à Korogo. L'objectif, c'est d'identifier les préoccupations, les goulots d'étranglement et afin de leur apporter des esquisses de solutions. Il fallait qu'on puisse échanger pour voir comment travailler ensemble et apporter la paix aux populations de notre zone frontalière commune. Stabiliser cet espace frontalier et en faire un espace de paix et d'intégration entre nos populations. Des points d'accord enregistrés au terme de ces échanges. Nous avons décidé de mettre en place des groupements locaux de coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales de part et d'autre de la frontière pour accroître le dynamisme des relations entre les communautés qui vivent de part et d'autre de la frontière. Et nous avons également parlé de l'importance d'impliquer les forces de défense et de sécurité et les responsables des eaux et forêts pour qu'ils conduisent ensemble des missions conjointes pour juguler tous les phénomènes comme l'orpaillage clandestin, l'exploitation abusive de nos forêts et la destruction des plans d'eau. Prenant part aux échanges, le système des Nations Unies et la coopération allemande à travers la GIZ apportent leur soutien aux actions à mener. Plusieurs rencontres du genre sont arrêtées pour faciliter la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le SYNAPSI, le syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire, a fait sa rentrée syndicale. Ce vendredi, l'organisation a décliné ses priorités. Les précisions de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. C'est à Bingerville que le SYNAPSI, syndicat national des professionnels de la presse en Côte d'Ivoire, fait sa rentrée syndicale. Toute la chaîne de valeur de la presse est en crise. Depuis des éditeurs jusqu'aux distributeurs en passant par les imprimeurs, rien ne marche et les lecteurs de moins en moins nombreux. Devant ce sinistre, le secrétaire général de l'organisation syndicale appelle à des états généraux qui prennent en compte les nouveaux médias et les médias de l'audiovisuel. En réalité, les états généraux de 2012 n'ont concerné que la presse écrite. Et ont identifié un certain nombre de problèmes. Certains ont été pris en compte dans la dernière loi de 2017
mais beaucoup reste encore à faire. Mais il n'y a que depuis, la presse numérique s'est beaucoup développée, il n'y a que depuis l'espace télévisuel s'est ouvert à des chaînes privées. Plus de 10 ans après, le monde a changé. Les propositions de solutions qui ont été faites en 2012 ne sont plus très pertinentes aujourd'hui. Pour sortir la presse de cette crise économique, une synergie d'action de l'ensemble des syndicats du secteur, de l'État et des partenaires est un impératif selon ce patron de presse. Ça sert à rien d'opposer les employés aux patrons ou des patrons à l'État ou l'État aux distributeurs ou distributeurs à l'imprimeur. Non, la presse, c'est une chaîne de valeur, c'est un écosystème. Donc la solution revient à diagnostiquer les problèmes de chaque acteur de la chaîne. Médias et précarité en Côte d'Ivoire, agir pour sortir de l'impasse, c'est le thème de cette rentrée syndicale du SYNAPSI. L'inquiétude autour du conflit israélo-palestinien. Que se passe-t-il au Proche-Orient? Plus de 100 morts depuis lundi dans la bande de Gaza, dont de nombreux enfants. On fait le point avec Élie Traoré. Violence, roquettes, sirènes, frappes. Il faut remonter à 2017 pour trouver trace d'affrontements aussi violents sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. À l'époque, Israël avait décidé de placer des détecteurs de métaux à l'entrée du site avant d'y renoncer. Cette fois, les tensions sont vives depuis plusieurs semaines à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie, autre territoire palestinien occupé par Israël. Les Palestiniens manifestent contre les restrictions d'accès imposées par Israël à certains secteurs durant le Ramadan et la possible éviction de Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah. Le président palestinien Mahmoud Abbas promet de défendre son peuple. J'adresse mon discours spécialement à l'Amérique et à Israël. Trop, c'est trop. Laissez-nous, libérez nos cœurs, et nous resterons une épine dans vos pieds. Nous ne quitterons pas notre patrie. Nous ne quitterons pas notre pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu vendredi que les raids sur la bande de Gaza n'allaient pas prendre fin prochainement, après une intensification des frappes de l'armée sur l'enclave, ayant déjà fait plus de 100 morts en quelques jours. J'ai dit que nous infligerions de sérieux revers au Hamas et à d'autres groupes terroristes, et nous le faisons. Au cours des derniers jours, nous avons détruit des cibles souterraines. Le Hamas pensait pouvoir s'y cacher. Ils ont attaqué notre capitale, ils ont tiré des roquettes sur nos villes. Ils payent et continueront de payer chèrement. Ce n'est pas encore fini. Alliés clés d'Israël, les États-Unis appellent vendredi à la désescalade des tensions et à éviter l'éviction de familles palestiniennes. L'ONU se dit profondément préoccupée par la situation et exhorte à la responsabilité et au calme. Il se livre à une guerre sans merci pour la conquête des clients. Taxi-compteurs contre Wara Wara, banaliser une bataille urbaine à découvrir dans NCI Reportage. C'est juste après le JT, un extrait. Ici, c'est chez nous. C'est vous, c'est banalisé. Ici, c'est le gars banalisé. Oui, c'est ce que vous dites. On est banalisé, on est ici. C'est lui qui a vu. Le gars banalisé, le transport, la banalisé, c'est quoi? C'est rien. On dit, taxi-compteur, c'est nous, on doit faire l'intercommunal. C'est nous, on doit avoir gare. Voilà. Et puis on doit venir prendre le client. C'est à l'État de te donner une gare. Oui. Un reportage à retrouver donc juste après la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.